Bonjour, nous allons aujourd'hui étudier une chanson qui s'appelle « Les jours du jaguar ». Le tourment et le désespoir remplissent les jours du jaguar, tout juste bon à garder des oies. Papillote flottant dans le vent, sillon et fossé dans son âme, tout juste bon à garder des oies. Alors on va s'attarder un instant sur la phrase « papillote flottant dans le vent ». Sillon et fossé dans son âme, avant d'aller plus loin dans l'explication. Je pense qu'ici, les papillotes sont une référence directe aux papillotes portées par les juifs religieux et qui encadrent leur visage pendant les cérémonies religieuses. Pardon. Les sillons pourraient être les interstices dans le mur des lamentations, dans lesquels ces juifs glissent leurs prières. Fossé dans son âme, peut être le symbole d'une distorsion de l'esprit face à la réalité, d'un rejet de la religion. Voilà, c'est ce qui me semble assez pertinent. Alors ensuite, on a bien évidemment ce coq, le fameux coq. Alors, depuis longtemps, on considère le coq comme un des animaux qui symbolise le feu et la clarté. Dans certains peuples de l'Orient lointain, on croyait en certaines légendes sur la fusion symbolique de cet animal qui affirmait que la déesse de la lumière sortait de sa grotte quand elle entendait chanter le coq. Bon, et puis pour nous, c'est symbole de la France, on est d'accord, mais symbole aussi du réveil matin, hein, donc le surgissement de la lumière. C'était pour la majorité des symbolistes la figure des pouvoirs liés à la victoire sur les ténèbres et sur l'obscurité, car il possédait les attributs de perception et de vigilance. Dans de nombreuses populations d'Asie et d'Amérique, on considérait le coq comme paré d'un symbolisme lié à la force, à la lutte et à la bagarre. C'est pourquoi on l'associait au courage et à l'audace. L'Antiquité classique considérait cet animal comme le guide du monde psychique, avec toutes ses implications. Alors que les Grecs le consacraient à Priape, le dieu protecteur de la fertilité des champs, les Romains l'associaient à Esculape, le dieu de la médecine, pour lequel le symbolisme du coq s'étendait aussi bien au physiologique qu'au somatique. Pour les peuples du continent européen, la signification de cet animal était liée à l'attitude des composantes de la société, et c'est pourquoi le coq est associé à l'arrogance et à la suffisance du pouvoir, de même qu'à la prétendue supériorité du mâle. Donc voilà, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est le mâle, c'est le masculin, c'est la force, la vigueur, l'audace, mais c'est aussi le dieu protecteur de la fertilité des champs, le dieu de la médecine et symbole de clarté, symbole de renouveau, on peut dire, puisque chaque jour, le soleil se lève au chant du coq. Nous avons ensuite un immense sujet à aborder, c'est la forêt. Alors, la forêt. La forêt est depuis longtemps un symbole immense dans l'imaginaire collectif. Elle est extrêmement présente dans les contes de fées. Elle symbolise l'espace existant entre la terre et le ciel, mais un espace touffu, sombre, mystérieux, plein de terreur, de maléfices, peuplé de sorcières ou de gnomes, d'elfes malfaisants. C'est aussi l'espace initiatique, celui où toute transformation peut s'opérer, le champ de tous les possibles. Surmonter une épreuve dans la forêt est souvent synonyme de l'accession à un soi supérieur. La forêt, on comprendra aisément, symbolise l'inconscient, le lieu des instincts les plus enracinés, les moins maîtrisables. Le lieu de notre amygdale qui nous dicte nos comportements les plus basiques. Elle est aussi le siège de la folie, car elle peut donner lieu à des dérives mentales et des hallucinations. C'est le lieu des paniques et des terreurs. Dans la chanson de Jean-Louis Murat, elle peut être également l'allégorie de la société, par le fait de sa densité, de regroupement d'arbres qui peut s'apparenter à un regroupement d'humains. Et moi, je vois bien aussi une allégorie de la société qui le terrorise et qui le dégoûte en même temps.
Donc une fois qu'on a opéré ces deux notions qui reviennent dans le refrain, donc le coq, comment capturer un coq dans cette trop grande forêt, comment peut s'affirmer le coq dans cette société, ou comment l'individu peut s'affranchir de son inconscient pour exister réellement. Hein, moi, c'est comme ça que je le comprends. Après, on va regarder les autres strophes qui sont un petit peu plus, pas anecdotiques, mais qui découlent ensuite dans la chanson et qui en font toute sa trame. Alors, il y a quelque chose qui peut paraître un peu surprenant, qui intervient tout au début, c'est « On use du vagin des pauvres, de tout faisant multicolore ». Alors, pour moi, on utilise la chair à canon. Le vagin des pauvres, c'est ce qui donne les enfants. Hein. Donc, les paysans qui avaient de nombreux enfants, on les envoyait en première ligne à la guerre. Et voilà, c'est une métaphore de la chair à canon. Le faisant multicolore, moi, je l'apparente à la tenue du soldat à cette époque, qui était faite d'une veste bleue, d'un képi rouge et bleu et d'un pantalon couleur Garance, qui est une couleur rouge également. Donc tout ceci était très, très voyant, peut-être pas forcément multicolore, mais très voyant par rapport aux tenues des autres soldats belligérants. Alors, il y a aussi une très belle phrase, « On s'organise en musc, en réséda ». Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça ? On s'organise en musc et en réséda. Eh bien, ça nous vient de la Première Guerre mondiale. Et là, je vais ouvrir un petit chapitre et je vais vous lire quelque chose que j'ai trouvé fortement intéressant. Donc, le 28 juin 1914, à Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, est abattu avec son épouse par un nationaliste serbe. Dans les semaines qui suivent, le jeu des alliances va entraîner l'Europe puis le monde dans un conflit dévastateur. C'est le début de la Première Guerre mondiale. Néanmoins, alors que la guerre commence, on observe une différence de taille entre l'armée française et celle des autres protagonistes. Laquelle ? C'est simple, les Britanniques partent au combat avec un uniforme kaki, les Allemands utilisent le Feldgrau, gris-vert, les Austro-Hongrois le Eckgrau, gris-bleu, et les Russes ont un uniforme gris-vert. Donc on est vraiment dans le passe-partout. Hein. Or, en face, les Français portent un pantalon rouge Garance, une capote bleue et un képi bleu et rouge. La question qu'on peut se poser est alors simple. Pourquoi un tel décalage entre les uniformes français et ceux des autres belligérants ? Le 26 février 1871, la France signe le traité préliminaire de paix qui met fin à la guerre franco-prussienne démarrée un an plus tôt. La défaite humiliante connue par la France dans ce conflit va alors pousser le pays à moderniser son armée et plusieurs grandes réformes sont rapidement mises en œuvre. En 1873, c'est l'organisation de l'armée qui est modifiée. Puis en 1875, de nouvelles modifications sont décidées au niveau de l'encadrement et de la formation des officiers. D'autres changements vont suivre dans les années suivantes. Mais un aspect n'est pas modifié, l'uniforme français. Néanmoins, un conflit étranger va attirer l'attention de l'état-major, la première guerre des Boers. Cette guerre qui se déroule en Afrique du Sud oppose en 1880-81 les colons d'origine néerlandaise, allemande et française aux troupes anglaises. Dans ce conflit lointain, un élément décisif va marquer les observateurs militaires des grandes puissances. En effet, face aux troupes britanniques habillées en rouge, les Boers utilisent des vêtements kaki beaucoup plus discrets. Une étude est alors menée en 1892 par l'armée française et différents essais sont effectués dans les années qui suivent. En 1997, un modèle de casque en cuir noir est essayé et en 1902, c'est un casque métallique qui est testé pour l'artillerie. En 1903, à l'initiative du général Gillin, une tenue accompagnée d'un chapeau marron est proposée. Elle n'est toutefois pas retenue. 3 ans plus tard, en 1906, un nouvel uniforme est testé dans les tons beige-bleu avec plusieurs coiffes, béret, casque et képi. Une fois encore, cette tenue n'est pas conservée. En 1909, une nouvelle tentative est faite en proposant de conserver le pantalon rouge tout en adoptant une vareuse bleu foncé. Une fois encore, c'est un échec. Enfin, en 1910, une commission est chargée de réfléchir à la création d'un uniforme plus adapté aux contraintes modernes de la guerre.
dirigée par le général Doubaï, elle propose un uniforme dit vert Reseda. Cette nouvelle tenue possède des boutons et un signe discret tout en étant accompagnée d'un casque en liège lui aussi de couleur verte. Le ministre de la Guerre, Maurice Berthaud, est un fervent défenseur de cette tenue, utilisée lors de manœuvres en 1911. Mais le ministre meurt le 21 mai de cette même année. Son successeur, Adolphe Messimy, semble également convaincu par ce nouvel uniforme, mais l'opposition combinée de l'opinion publique, de l'armée et de nombreux hommes politiques va enterrer la tenue dite Reseda. Reseda, c'est donc un vert qui passe partout, un vert assez gris et qui se fond dans les végétaux, dans la forêt. Donc voici l'explication de l'emploi du mot Reseda dans ce vers. Quant au musc, ah oui, on s'atomise en musc, en Reseda. Le musc, c'est tout simplement le parfum qui est associé à la masculinité. On associe vraiment le musc à l'homme. Et donc on souligne ici que ce sont les hommes et uniquement les hommes qu'on envoie à la guerre. Donc je pense qu'ici nous avons fait un tour de vue des principaux éléments de cette chanson. Je vais essayer de vous faire un petit résumé pour que ce ne soit pas trop confus dans votre esprit. Alors, nous sommes ici en présence d'une chanson qui évoque le tourment psychologique d'un homme, le jaguar, c'est Jean-Louis bien sûr, en proie à ses remontées inconscientes et à des pulsions qu'il maîtrise mal ou qu'il ne comprend pas. Le bébé féroce peut être une de ces pulsions, le bébé étant ce qui jaillit du ventre humain, neuf, inconnu de ses parents et plein d'une volonté de vivre inextinguible. Donc moi, je pense que ça pourrait être ça, le bébé féroce. Jean-Louis Murat ne s'estime guère. Le jaguar est juste bon à garder des oies. Bon, ça, je pense que c'est assez clair, assez limpide. Il compare son existence à une guerre, celle de 14-18 en l'occurrence, évoque les massacres engendrés comme autant de morts personnelles, il dit bien, où tout s'atomise, en musc, en Reseda. Et la difficulté pour lui de s'affirmer en tant que coq, symbole de la lumière et de l'ego, dans ce marasme inconscient qui le submerge ou dans cette société qui ne lui convient pas. Les deux peuvent être tenus. Le coq, c'est aussi l'orgueil, la prétendue supériorité, le côté arrogant de l'homme. Et il ne s'en cache pas, du tout. Quant à la petite guêpe personnelle, c'est cette douleur constante et lancinante qui l'empêche de vivre pleinement heureux et satisfait. Pour finir, là, chuchotis à l'artère aorte, tout le système est avarié. C'est le dernier vers de cette chanson. Là, chuchotis à l'artère aorte, tout le système est avarié. Ça fait référence ici à une dégénérescence du corps humain qui commence par un problème à l'artère aorte et qui finit en tout le corps est avarié. À moins que ce ne soit une image de la société en déliquescence, comme je l'ai dit plus haut. Et d'ailleurs qu'il évoquera plus tard dans la chanson comme un incendie. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous a apporté du plaisir.